Bonjour, bienvenue dans cet entretien exclusif avec le ministre des Sports de la Guinée, Monsieur Sia Kabari, qui nous reçoit aujourd'hui dans son bureau. Eh bien, avec lui, nous allons survoler l'actualité sportive en général, mais surtout footballistique. Un entretien avec un relais footballistique. Merci, Monsieur Siaka. Bonjour, merci de nous recevoir dans vos locaux. C'est moi qui vous remercie. Voilà, donc on va démarrer cet entretien avec une première question. Monsieur Siaka, vous êtes à la tête d'un département difficile à gérer. On sait que la dernière cohabitation entre un ministre jeune et les membres du cabinet avait été un peu difficile. Est-ce que vous êtes confronté à ce conflit générationnel à à l'intérieur de votre département? Merci à vous, merci de me donner l'opportunité de m'adresser à vos téléspectateurs et certainement à tous ceux qui vous suivent à travers le monde. Ceci dit, comme vous le dites, la difficulté dans toute entreprise humaine, le plus souvent, est un état d'esprit. Ça se trouve le plus souvent dans la tête. Je suis arrivé à la tête de ce département avec un état d'esprit très positif. Et je me suis dit que le premier instrument à ma disposition qui pourra me permettre d'atteindre les objectifs, c'est l'équipe. Et pour qui parle d'équipe, parle de cohésion d'équipe. Donc on ne saurait bâtir quelque chose de durable si on ne le fait pas dans la cohésion et dans un esprit d'équipe partagé. Et donc quand vous parlez des difficultés de collaboration, je crois que j'ai tout mis en œuvre pour ne pas que ces difficultés surgissent. Donc comme on le dit en bon français, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour pouvoir m'entendre avec mes collaborateurs, pour pouvoir bâtir avec eux une équipe unie, soudée et solidaire en vue de faire face aux défis qui sont aujourd'hui des défis énormes pour le secteur des sports en République de Guinée. Faut quand même rappeler que vous n'êtes pas un homme du sérail, hein. Vous n'êtes pas un homme rompu à la tâche, à la chose sportive. Justement, cela, je crois, a été un atout pour moi. C'est le fait de ne pas être du sérail, certainement, qui a été un atout. Ça a permis aux autres collaborateurs d'avoir un recul par rapport à moi aussi d'avoir un recul et de dire que voilà, nous sommes donc dans un élan de complémentarité. Moi, je suis un manager, je suis donc un gestionnaire de formation, un manager qui a une certaine transversalité et ils sont des véritables techniciens rompus à la tâche. Nous nous sommes complétés et nous formons aujourd'hui une équipe qui essaie d'avancer dans la bonne direction. Vous êtes là depuis 8 mois, Monsieur Siakabari. Si on vous demandait de dresser un petit bilan de votre gestion aujourd'hui, que diriez-vous? Un bilan qui me réconforte. Je n'ai pas l'habitude de verser dans l'autosatisfaction, mais je ne ferai pas non plus aussi de l'autoflagellation. Je dirais les choses comme ça, comme je les ressens. Un bilan qui me réconforte vraiment aujourd'hui. Le premier de ces bilans, nous l'avons touché, c'est surtout cette capacité à pouvoir mettre en place une équipe soudée. Tous les Guinéens sont d'accord aujourd'hui qu'au niveau de la culture des sports, qu'il y a une cohésion d'ensemble. Il y a une complémentarité entre les membres du cabinet, le secrétaire général en parfaite complicité avec le ministre en parfaite complicité avec le chef de cabinet, qui est en parfaite complicité avec tous les directeurs nationaux. Ça, c'est la première réussite. En 8 mois, cette équipe a été soudée et marche main dans la même direction. Maintenant, les autres défis au niveau structurel, au niveau infrastructurel et au niveau de la bonne gouvernance, beaucoup de défis ont été relevés. Si je prends sur le plan des infrastructures, à notre arrivée, nous n'avions pas de stade opérant en Guinée. Aucun stade guinéen n'était opérant. Le stade du 28 septembre était dans un état d'abandon. Ça ne pouvait pas recevoir un match international. Le stade de Nongor n'avait pas été touché. La toiture avait été endommagée depuis des années et abandonnée dans cet état. Au jour d'aujourd'hui, cette toiture est refaite. Les travaux de finition du stade de Nongor avancent à grands pas. Le stade du 28 septembre a été totalement et entièrement rénové. Il a accueilli déjà, je crois, 3 ou 4 matchs internationaux depuis lors. Et voilà, en quelque sorte, nous avons finalisé sur le plan structurel et sur le plan organique les textes liés au COCAN. Nous l'avons introduit au Conseil des ministres. Et ce texte-là est dans une deuxième relecture. Donc, nous essayons de faire bouger les choses
je crois que ce n'est pas maigre pour 8 mois d'exercice. Vous avez abordé une question épineuse, cette question des infrastructures. Quand on vous entend, c'est un peu comme tous vos prédécesseurs, c'est-à-dire que ça tourne autour de deux terrains, le stade du 28 et le stade de Longo. Pourtant, même quand on part au stade du 28 septembre, malgré ce que vous dites, c'est une rénovation là, on n'est pas fier parce que ça soigne toujours. On a l'impression qu'on remet des couches de peinture, mais le travail, il est loin aujourd'hui. Ce stade, il n'est plus aux normes. Oui, vous savez, c'est ce qu'on dit, la critique est très aisée. Mais j'ai fait une tournée sur ce stade à ma prise de fonction. C'était de montrer surtout l'ampleur des dégâts qui avaient été causés par l'abandon de ce stade, qui, il faut-il le rappeler, a été abandonné depuis le 28 septembre 2009, lorsqu'il y a eu des événements malheureux sous la junte militaire. Et pour qui compare l'énormité des besoins de ce stade le jour de ma prise de fonction à son état actuel, dira que nous venons de très loin. Nous venons de très très loin. C'est vrai, le stade, ce n'est pas aujourd'hui un stade aux normes et aux standards internationaux que nous voulons, mais de toutes les façons, je crois que puisque ça a déjà été homologué par les instances fêtières, la CAF et la FIFA, ce débat n'a plus lieu d'être puisque c'est déjà homologué. Oui. Alors, on va parler du sempiternel dossier du stade de Longo. Monsieur le ministre, pourquoi jusqu'à présent, on ne peut pas jouer dans ce stade? C'est-à-dire qu'on sait que vous n'êtes pas le principal, je ne vais pas dire fautif, entre guillemets, mais aujourd'hui, depuis le 2007, on construit un stade à Guinée et jusqu'à présent, il n'est pas opérationnel. Pour ce pourquoi il a été bâti. Bon, vous savez, peut-être je serais plus à l'aise si je me transformais aussi en journaliste et pour retourner la question. C'est une question que je me pose personnellement. Je ne suis pas comptable de cette question. Tout ce que je sais, c'est ce que je fais pour qu'on puisse maintenant dépasser ce cap. Et ce que je fais va dans la bonne direction. Et je pense que si cela avait été fait chaque 8 mois, apparemment, le stade ne serait pas dans l'état où il est aujourd'hui. Pour des toitures abandonnées depuis 2 ans, ces toitures ont été refaites en 2 mois, je vous dis, en 2 mois seulement. J'ai eu à reprendre la toiture. Aujourd'hui, nous sommes attelés au carrelage. Nous sommes en train de voir les toilettes. Nous avons commencé la construction des parkings. En 8 mois, je crois que si ça avait été fait comme ça par le passé, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Vous voulez dire que vos prédécesseurs n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire? Je ne jette pas la pierre à mes prédécesseurs. Je ne sais pas. Très honnêtement avec vous, je ne sais pas où se situe le blocage. Je suis étonné, en tout cas, qu'après 7 ans, comme vous, comme tout le peuple de Guinée, qu'après 7 ans de réception de ce stade des mains des Chinois, que nous en soyons toujours là, avec un stade qui commence à tomber même dans le délabrement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une projection aujourd'hui? On peut savoir d'ici quand on peut jouer un match officiel au stade de Longo? Un match officiel, tout ce que je peux dire, j'ai des indicateurs techniques sur lesquels je peux me prononcer. Nous avons signé un contrat, ce qui n'avait pas aussi été fait, avec un opérateur privé pour 4 mois d'exécution. Nous avons un long contrat de 1 an, mais dans ce contrat, les travaux complémentaires devront prendre 4 à 6 mois. Après ces travaux complémentaires, je pense, comme on le dit, Inch'Allah, le stade sera homologué et après son homologation, le stade sera opérationnel pour tous les matchs. Alors, quand on parle surtout du défi infrastructurel, il ne s'agit pas que des grands stades, il s'agit aussi d'un terrain de proximité. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça coûte en fait au gouvernement de développer des infrastructures de proximité pour favoriser la pratique de ce sport en implantant par exemple des pelouses synthétiques qui ne coûtent pas une grande fortune, il faut le rappeler? Oui, effectivement, le gouvernement en est conscient. C'est cette conscience qui a poussé le gouvernement à mettre en place déjà dans un partenariat public-privé une pelouse synthétique au stade de la Mission. Vous avez vu ce stade qui est en train quand même de se transformer. Mais qui est l'œuvre quand même d'un privé. Justement, oui. C'est l'œuvre d'un privé, mais dans un partenariat public-privé. Le partenariat public-privé, vous avez le petit mot privé là-dedans, oui, mais on ne doit pas occulter le petit mot public aussi, quoi qu'il en soit. Okay. Et je connais beaucoup, pour avoir quand même eu accès au contrat, je connais donc les clauses du contrat. Ce partenaire ne vous dira pas le contraire, il ne dira pas que l'État n'a pas joué sa partition. Si il y a quand même à situer les responsabilités, je crois que l'État joue bien sa partition. Maintenant, ceci dit, on ne se limite pas au stade de la Mission. Le stade de la Mission a été pour nous un projet pionnier. Et ce projet nous a créé un déclic pour nous dire pourquoi ne pas répliquer ce type de projet
à l'échelle nationale. Nous avons introduit donc, dans le collectif budgétaire de 2017 un projet de création d'une dizaine de stades, de ces standings. Bon, cela ne signifie pas qu'on va avoir tous les 10 stades, on ne le sait pas, mais c'est ça notre ambition. Si le ministère du Budget accepte de nous accompagner dans ce sens. Mais ceci dit, nous sommes très confiants que, même si nous n'avons pas les 10 stades, que nous allons avoir quand même quelques infrastructures. Justement, quelle est la place qu'occupe aujourd'hui le sport dans les priorités du gouvernement? Quelle est la place qu'on offre au sport? On peut décanter cette question à deux niveaux. Quelle était la place dévolue au sport sous la Première République? Le sport était toute une priorité, tout le monde l'a vu. Et il y a un effet de corrélation entre priorité gouvernementale accordée au sport et la performance sportive. Vous savez, Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, disait que entre l'égalité de tous sur le point de départ et les performances de chacun au point d'arrivée, la différence se situe dans le travail. C'est le travail qui fait la différence. Et ce travail-là est fait essentiellement par l'État. Si l'État faillit un tout petit peu à son rôle régalien, malheureusement, cela se ressent sur les performances. Mais ceci dit, entre-temps, nous avons abandonné le sport comme priorité. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, le sport et la culture commencent à redevenir encore une priorité pour ce gouvernement. L'atteste aujourd'hui tous ces renouveaux sportifs, toute cette attention depuis mon arrivée que nous sommes en train d'accorder à toutes les disciplines et les quelques petits trophées déjà qui commencent à nous revenir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas de telles bonnes nouvelles. Oui. Et je crois que nous sommes dans la bonne tendance. Entre les performances sportives et l'investissement de l'État, il faut quand même faire un pas. Parce que quand on regarde, il y a quand même le budget alloué à ce secteur inférieur à 1% aujourd'hui. C'est quand même, il y a de quoi s'inquiéter. Oui, vous savez, cela dénote même de la faiblesse de notre État. C'est la faiblesse institutionnelle, économique, c'est la faiblesse de l'économie, c'est la situation d'anémie économique dans laquelle nous nous trouvons qui explique ce facteur. Mais si vous rapportez encore ce budget du sport à d'autres départements, vous allez vous rendre compte que l'État fait son mieux pour le sport. Je vous donne juste un ordre de grandeur. Le budget du ministère des Sports aussi autour de 120 milliards de francs guinéens, tandis que le budget du ministère de la Culture est à 12 milliards. Les sports donc font 10 fois le budget de la culture. Ça veut dire que si vous comparez aussi à d'autres secteurs, que, la situation de la culture en dit long d'ailleurs. Justement. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du COCAN, Monsieur le ministre. Il nous reste 7 ans d'ici l'organisation de la Coupe d'Afrique ici en Guinée. Ce délai peut paraître long, mais au regard des chantiers, on peut se dire qu'il n'est pas quand même long, parce qu'il y a du travail à faire. Oui, effectivement, il y a du travail. Laissez-moi vous évoquer un peu le petit dicton ivoirien qui dit que l'essentiel, c'est le principal. Donc, il faudrait commencer par le commencement. Et le commencement, c'est le COCAN. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je l'ai constaté à ma prise de fonction. J'ai constaté que le COCAN n'était pas encore mis en place et il fallait parer au plus pressé. Nous avons donc procédé à un toilettage des textes, à une finalisation donc, des textes que nous avons introduits au secrétariat général du gouvernement, auprès du gouvernement, au conseil interministériel et au conseil des ministres. Vous avez vu lors d'un compte-rendu du Conseil des ministres où M. le Président de la République a examiné ce texte-là avec une oreille attentive et a ramené ce texte pour une deuxième lecture, cette fois-ci en intégrant les préoccupations de nos partenaires techniques et financiers, qui sont surtout les ligues professionnelles et le secteur privé. Donc nous sommes à ce stade. Une fois que cette deuxième relecture finit, nous allons resoumettre le texte. Nous allons avoir un comité d'organisation de la CAN. Et c'est ce comité-là qui sera en charge d'élaborer les DAO, de faire les passations des marchés et de procéder à la recherche des financements en vue de bâtir des infrastructures dignes et capables d'accueillir la CAN. Est-ce que vous pensez que la Guinée peut tenir ses engagements, Monsieur le ministre? La question ne se pose plus sous cet angle. La question qui se pose maintenant, c'est que la Guinée a la CAN, en tout cas a le quitus pour organiser la CAN, et la Guinée doit tenir ses engagements. Nous n'avons plus le choix.
de nous poser la question, est-ce que nous pouvons, je crois que cette étape est franchie, nous sommes maintenant devant... Et quand on regarde le retard accusé, nous n'avons pas le choix. S'inquiéter. Quel que soit le retard, nous n'avons pas le choix. Et ce retard, encore une fois, se trouve dans la tête. J'ai eu, c'est la petite anecdote, j'ai eu un petit entretien avec, vous allez dire que la comparaison n'est pas raison, mais bon, avec le ministre ivoirien des Sports à Rio, oui, sur l'état d'avancement des préparatifs. Je vous rappelle que la Côte d'Ivoire organise la CAN en 2019. oui. Mais à ce jour, le comité d'organisation de la CAN n'est pas mis en place encore en Côte d'Ivoire. En fait, ce qui inquiète, on voit par exemple que pour la construction d'un stade comme Nongo, ça a pris plus de 7 ans. Et quand on voit le délai qu'on a, on se dit, on est tenté de faire une petite comparaison quand même, oui, dans un coin de la tête. Le proverbe français dit qu'on ne parle que du train qui est en retard. Oui, tout à fait. On ne parle jamais du train qui est à l'heure. Ouais. Hein? Moi, je ne crois pas que les 7 années mises, surtout dans l'opérationnalisation de Nongo, que c'était la durée normale pour un pays comme la Guinée. Non, c'est la normale en fait. Tout à fait. Ce n'est pas du tout normal. Voilà pourquoi vous êtes aujourd'hui, vous vous offusquez, je m'offusque. Tout le peuple de Guinée est offusqué par rapport à ça. Donc, c'est vous dire qu'on n'a pas à répliquer un tel exemple. Si vous comparez ce qui a été fait en 8 mois sur le stade de Nongo, vous allez vous dire quand même que si on a le même rythme, qu'on pourra certainement aller très vite vers la CAN. D'accord. Alors, venons-en à la prise en charge des équipes nationales. On sait qu'avec le Ligue nationale A, il y a moins de problèmes aujourd'hui, mais avec les catégories inférieures, c'est un peu le contraire. Parce qu'on a vu même avec les cadets récemment, avant d'aller pour le match retour, ils n'avaient pas réussi à être internés. Et on nous apprend également que les indemnités du dernier match des juniors n'ont pas été payées. Est-ce qu'à ce niveau, qu'est-ce qui a été fait à votre deux? Parce qu'on sait que même avant ça, ce n'était même pas inclus dans la ligne du ministère, d'après ce qu'on nous avait dit. Mais apparemment, il y a un travail qui est en train d'être fait à ce niveau. Je suis très heureux que vous-même, vous rétablissez certainement les choses à leur place. Vous avez dit qu'avant ça, ce n'était même pas intégré dans les lignes. C'est vrai que vous avez affaire à un État qui a des limites énormes en termes budgétaires. Tout le monde le sait. Faut-il construire des écoles? Faut-il construire des hôpitaux ou faut-il construire des stades? C'est la question pratique qui se pose souvent à l'État. Et le plus souvent, ces secteurs sociaux, les écoles, les hôpitaux, les routes, priment dans un État aussi anémié que l'État guinéen. Mais ceci dit, ce qui ressort le plus souvent du budget de notre ministère, ce sont les prises en charge liées donc aux opérations de l'équipe nationale type A. Mais à mon arrivée, nous nous sommes dit qu'il faut privilégier surtout la performance. Les équipes de niveau inférieur se sont montrées plus performantes. Et surtout, c'est l'avenir aussi. Voilà, l'avenir. Et là, il faudrait aussi privilégier le sport à la base. Et donc, nous avons fait une sorte de reconversion de ces lignes-là en vue de les orienter vers l'équipe junior, vers l'équipe cadette. Jamais, de mémoire quand même des Guinéens, l'équipe junior et l'équipe cadette n'ont été autant soutenues que pendant ces 8 mois passés. D'accord. Monsieur le ministre, aujourd'hui, quand vous regardez le milieu du football guinéen, qu'est-ce qui vous déplaît? Pas seulement le football. Ce qui me déplaît, surtout ça, c'est inhérent à tout le sport en Guinée, ce sont ces guerres intestines qui n'en finissent pas. Ces guerres d'ego. Le fait de clouer au pilori l'autre, le fait de voir en l'autre tous les problèmes, tous les péchés d'Israël, et le fait de ne pas pouvoir conjuguer avec l'autre pour aller de l'avant. C'est ce qui freine l'élan du sport guinéen. C'est-à-dire de manière plus concrète. De manière plus concrète, on vient de sortir de quelque chose à la Fédération guinéenne de football. Nous avons la même chose à la Fédération de volleyball. Nous avons la même chose dans n'importe quelle fédération. Hier, je recevais encore la Fédération de tennis qui est en train de... C'est-à-dire qu'on a un problème de personnes. Donc, on a un problème de choc d'ego, très malheureusement. Ça fait quoi? Ça distrait l'État de son rôle régalien qui vise à bâtir une performance sportive pour la nation. Ça fait que les personnes que l'État désigne, que le peuple d'ailleurs, pas l'État, parce qu'ils sont élus, que le peuple désigne pour aller animer donc, son secteur sportif, ces personnes-là, au lieu de s'atteler à l'essentiel qui est le développement sportif, vont s'atteler à leur propre développement, au développement personnel, et essaient donc de créer des clashs entre les égaux, ce qui fait que, malheureusement, notre sport n'avance pas. Naturellement, on va vous demander, qu'est-ce qui vous plaît? Oui, ce qui me plaît surtout, c'est l'optimisme de la jeunesse. Les jeunes sont totalement déconnectés de ces réalités-là.
Les jeunes essaient d'avancer malgré tout. Ce qui me plaît, c'est l'engagement de ces jeunes. Ce qui me plaît surtout, c'est le talent de ces jeunes. On a beau dire, le jeune Guinéen est talentueux. Mais on dit ça depuis longtemps. Depuis longtemps, le jeune Guinéen a fait ses preuves. Ah, mais On quand regarde le résultat- n'avait pas, vous faites aujourd'hui face à un trophée qui a été remporté par des jeunes Guinéens qui n'avaient pas assez de moyens. Il suffit simplement que le peuple de Guinée accepte d'accompagner sa jeunesse. Quand le peuple l'avait fait dans les années 70, nous avons ramené 3 coupes africaines en Ah, Guinée. mais avec un grand investissement de l'État. Parce que c'est celui-là qui impulse une dynamique. Justement, en fait, chez moi, le terme investissement ramène à l'investissement humain plus qu'à l'investissement financier. Malheureusement, tel n'est pas le cas aujourd'hui. L'investissement humain, d'abord, importe pour ces jeunes-là que l'investissement financier. Maintenant, l'investissement humain commence par quoi? Un accompagnement, un engagement auprès de ces jeunes, surtout une compréhension des préoccupations de ces jeunes. Ça commence là. Et c'est l'investissement humain-là qui pourra nous permettre de mettre en place un investissement financier et matériel en vue d'accompagner ces jeunes. Ok. Si je vous demandais aujourd'hui quel est votre plus grand rêve aujourd'hui en tant que ministre des Sports, surtout pour ce secteur-là. Mon plus grand rêve, c'est simplement l'épanouissement de cette jeunesse. Donc, c'est ça mon rêve. Et ce n'est pas un simple rêve à moi, parce que comme le disait Victor Hugo, il y a de la volonté dans la pensée, il n'y en a pas dans le rêve. Cela est aujourd'hui ma pensée de tous les jours. C'est mon réflexe de tous les jours. C'est mon combat de tous les jours. Et ce combat, je compte le gagner avec l'ensemble de la jeunesse guinéenne. En tout cas, c'est le plus grand mal qu'on vous souhaite, monsieur le ministre, dans votre tâche. Et on espère que vous arriverez à atteindre vos objectifs. Et sur ce, on vous dit merci, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Voilà, ainsi prend fin donc cet entretien avec monsieur le ministre des Sports, Sia Kabari, qui nous recevait bien sûr aujourd'hui dans ses locaux ici au département des Sports à Conakry. Merci à vous et à très bientôt pour d'autres entretiens.